que je vous livre, et c'est celle que a largement ouverte la loi Rebsamen sur le dialogue social. Et puis 2015. 2015, c'est d'abord l'année de la parution d'un certain nombre de rapports. Le rapport Terra Nova et le rapport de l'Institut Montaigne, qui portent sur les rapports entre la loi, la convention collective et le contrat de travail. On en revient à ce que je disais aux origines, à ce que sont les questions qui sont au cœur du contrat social et au cœur du droit du travail, celles par lesquelles j'ai commencé et celles par lesquelles je terminerai, comme je le fais toujours, parce que c'est celles qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'à bien des égards, alors là pour le coup on ne réserve pas les textes les plus importants pour le début du quinquennat. Parce que si ça vient maintenant, alors ces questions-là, je ne sais pas exactement ce qui va être négocié, mais celles-là, elles touchent véritablement au cœur du contrat social. Quels sont les rapports entre la loi, la convention collective et le contrat de travail? C'est la question de la hiérarchie des normes, et c'est la question du poids du principe de faveur. Les deux rapports, je les balaye d'un revers de main, je les balaye assez volontairement en plus, parce que c'est assez extraordinaire. Vous avez deux rapports, un Terra Nova qui est censé être à gauche, l'Institut Montaigne qui est censé être à droite. Je vous les invite à les lire. Alors franchement, vous allez essayer de glisser une feuille de papier à cigarette entre les deux, vous aurez du mal, vous y arriverez peut-être sur des petites modalités, mais enfin c'est exactement la même inspiration qui figure derrière. Ces rapports ont donné lieu à un rapport, à mon avis, beaucoup moins caricatural et plus intéressant, qui est le rapport Combrexel, qu'ils étaient censés irriguer. Combrexel, ancien directeur général du travail. Le rapport Combrexel n'est pas toujours aussi caricatural que ce qu'on a semblé en dire. Il est moins caricatural que ces deux rapports qui l'ont impulsé. Le rapport Combrexel, il est surtout pas clair du tout. Il y a plein de contradictions. Il cite, il brandit parfois des ambitions qu'on pourrait partager, qui sont intéressantes, comme la revalorisation de la négociation collective de branches, la limitation du nombre de branches, leur rationalisation, le fait de les ramener à une centaine contre je ne sais pas combien aujourd'hui, d'avoir des branches plus homogènes, plus fortes, plus structurées, autour desquelles, je reprends les termes du rapport, autour desquelles s'organise l'ordre public social, c'est-à-dire comme en Allemagne un petit peu, avec des grandes lois sectorielles qui pourraient permettre d'organiser le cadre, être le pivot, le cadre de l'organisation des relations sociales et de la détermination de ce qui peut être plus ou moins favorable. Ce n'est pas forcément des orientations à rejeter, ce n'est pas inintéressant. Mais immédiatement, le même rapport s'empresse de dire, ne craignant aucune contradiction, que tout ce qui est temps de travail, ça doit être envoyé à l'entreprise, que tout ce qui est fixation du salaire et des heures supplémentaires, ça doit être envoyé à l'entreprise, et qu'on renvoie quasiment tout à l'entreprise. Quel est le rôle de la branche si vous dites dans le même temps que tout est renvoyé à l'entreprise et qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut par négociation d'entreprise? Bien évidemment, il y a là une contradiction majeure dans laquelle c'est en partie engouffré d'ailleurs le gouvernement. Le rapport Badinter, qu'on vous a imprimé là, qui est sorti depuis, et tout ça est censé irriguer ce qu'est la grande loi El Khomri du ministre du Travail, de la ministre du Travail, qui doit être présentée en Conseil des ministres courant mars. Un mot sur le rapport Badinter et un mot sur la loi El Khomri, puis je finirai là-dessus. Je pense que c'est pas mal pour ouvrir le débat. Le rapport Badinter. Alors moi, le rapport Badinter, j'ai peut-être une position qui diverge un peu de certains dans ce courant. Moi, je dis ni excès d'indignité, ni excès de louange. Pourquoi ? La mission que se sont donnée Badinter et Lyon-Caen, c'est de présenter les grands principes du droit du travail. Et de les présenter dans ce qui pourrait constituer le chapeau du nouveau Code du travail. C'est-à-dire que, bien évidemment, le Code du travail, vous pouvez faire tout le travail de simplification. On en dira un mot tout à l'heure, forcément, dans le débat de la simplification, du fameux débat sur la simplification. Quel que soit le travail de ces commissions, vous ne sortirez pas avec un droit du travail, un Code du travail beaucoup plus petit que celui qu'il est aujourd'hui, que le poids qu'il comporte aujourd'hui, pour la bonne raison que de toute façon il n'est pas beaucoup plus épais que d'autres droits comparables, et que les règles qui sont dedans, sauf à les remettre en cause, vous ne pouvez pas les supprimer du code. Donc ça ne simplifiera pas fondamentalement le code, mais ce n'est pas le sujet. Par contre, l'idée de présenter comme ils l'ont fait les grands principes et d'en faire un chapeau du code du travail, moi je pense que ce n'est pas une mauvaise idée et qu'on devrait plutôt en faire un point d'appui pour les débats qui viennent. Alors il y a
quelques limites. C'est qu'évidemment, si ce sont des grands principes, ce sont des grands principes qui sont énoncés de façon relativement vague et que ça ne comprend pas de garantie en tant que telle. Il y a un absent important, c'est qu'il n'y a pas de fixation de la durée du travail par la loi, ce qui est quand même un problème. C'est quand même un vrai problème, bien évidemment. Mais pour le reste, vous avez le rappel de tous les principes de non-discrimination, d'égalité homme-femme, de droit à la santé, à la sécurité, de droit à la dignité dans le travail, de droit à la négociation collective, de droit aux représentants du personnel, de droit à une fixation de la durée du travail organisée de façon telle à ce qu'elle s'applique de la même manière pour tout le monde. Enfin, il y a quand même des choses qui sont des éléments de permanence très forts des relations sociales et qui peuvent faire l'objet, à mon avis, et moi je ne trouve pas ça absurde, que le code du travail, qui ne sera pas simplifié, ce n'est pas le sujet, mais qui peut être rationalisé, clarifié, rendu plus intelligible, soit précédé d'un grand chapeau, d'une déclaration de droit, un petit peu comme nos principes constitutionnels. Je ne pense pas que c'est forcément quelque chose d'inutile. Et puis surtout, je pense que ça peut constituer une bonne base de travail, parce que ça peut permettre de contrecarrer et de s'opposer d'emblée à ce qui sont des ambitions qui sont déjà avancées et qui seraient contenues dans la loi El Khomri qui va venir bientôt et qui seraient déjà en contradiction avec ce qui est donné. Parce que quand on dit dans le rapport Badinter qu'il faut respecter le droit à la santé et à la sécurité des travailleurs, qu'il faut avoir une organisation du travail et un décompte du temps de travail qui soit le même pour tous, et que les heures supplémentaires soient nécessairement payées comme des heures supplémentaires. Ça déjà, on pourrait s'appuyer dessus parce que ça s'oppose déjà catégoriquement à ce que le texte de loi qui arrive bientôt puisse prévoir une modulation, voire une disparition de la majoration des heures supplémentaires. Et ça, on ne sait pas ce qu'il en sera. On a eu des déclarations très très inquiétantes sur cette question des heures supplémentaires de Macron, qui ont été, en l'état, relativement démenties par le Valls et Hollande lui-même, qui ont indiqué qu'il n'était pas question, ils n'ont jamais dit qu'il n'était pas question de toucher à la majoration des heures supplémentaires. Il y aura quelque chose sur la majoration des heures supplémentaires. Et il y aura dans la loi, j'en suis sûr, la possibilité de moduler la majoration des heures supplémentaires de façon moins favorable que ce qui est prévu dans la branche ou des 25% légaux, 25 et 50%. Mais ce que nous ont garanti le Premier ministre et le Président de la République, c'est qu'il n'y aurait pas de possibilité de supprimer toute majoration des heures supplémentaires, qu'il y aurait nécessairement un minimum de majoration des heures supplémentaires. 1%, ouais. Ils ont dit que ça ne pourrait pas être uniquement symbolique. Je rappelle que ça peut descendre jusqu'à 10% aujourd'hui, que c'est déjà le cas, mais que la différence aujourd'hui, et j'en terminerai par le point qui me tient le plus à cœur, qui est le rôle de la branche, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un accord d'entreprise, de branche, qui prévoit que c'est 25% et qu'on ne peut pas descendre au-dessus de 25%, l'accord de branche, il s'applique. Parce qu'il est verrouillé. Parce que la loi Fillon de 2004, j'ai oublié cette loi Fillon de 2004, je n'ai pas pu tout dire, qui a enfoncé un coin très important dans la hiérarchie des normes entre la négociation de branche et la négociation d'entreprise. Elle a permis aux accords d'entreprise de déroger dans un sens même défavorable par rapport aux accords de branche, sauf, dit le texte, si l'accord de branche en dispose autrement. C'est-à-dire que la loi Fillon, elle prévoit que la dérogation dans l'entreprise par rapport à ce qui se passe au niveau de la branche n'est possible que si l'accord de branche n'a pas verrouillé ces dispositions. Or, il y a un certain nombre d'accords, notamment, je sais que c'est celui-là qui est dans le collimateur du gouvernement, qui est l'accord sur la métallurgie, la convention collective régionale, parce qu'elles sont régionales de métallurgie, qui prévoit qu'on ne peut pas descendre, notamment en région parisienne, on ne peut pas descendre en dessous de 10% des majorations des heures supplémentaires de toute la métallurgie. Par accord d'entreprise, et donc il est verrouillé. Et donc, à l'évidence, c'est ce que va proposer la loi El Khomri, c'est qu'elle va proposer de remettre en cause ce blocage entre la branche et l'entreprise en ne permettant plus à l'accord de branche d'empêcher l'accord d'entreprise de déroger dans un sens moins favorable aux salariés. Donc l'idée qui est très très forte et très lourde de conséquences, à bien des égards plus lourde que bien des sujets dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est qu'on va permettre encore plus que la loi Fillon, qui n'a pas réussi, qui ne s'est pas donné les moyens d'aller au bout de la logique, on va permettre véritablement à la négociation d'entreprise d'être totalement libérée et de pouvoir
librement disposer des droits des salariés sans prise en compte de ce qui s'appliquera dans l'accord de branche. Ça veut dire que l'accord de branche, dans cette hypothèse, ne deviendrait que supplétif. Et que véritablement, il ne s'appliquerait plus dans les entreprises qu'à défaut d'accord d'entreprise, c'est-à-dire que c'est une libération quasi totale de la négociation d'entreprise. C'est ça le sujet qui vient. C'est sur ce point qu'il faut être particulièrement vigilant. Et je ne suis pas mécontent de terminer là-dessus pour ouvrir le débat, parce que si vous pouvez retenir de cette petite formation que ce sujet-là, le sujet de la hiérarchie des normes, des relations entre la loi, la convention collective et le contrat de travail, le sujet qui est au cœur de la problématique sociale, que c'est celui que les libéraux ont décidé dont ils ont décidé de s'emparer pour remettre en cause les garanties des salariés et donner beaucoup de souplesse au niveau des entreprises. C'est ce sur ce sujet-là qu'il va falloir être particulièrement vigilant dans les temps qui s'ouvrent. Voilà, c'est clair et je vais répondre aux questions. Impeccable, donc 20h15. Merci Étienne, sur un sujet qui était effectivement dense. La dernière fois, on lui avait demandé si... je me souvenais plus du titre, c'était est-ce que la négociation sociale était en train de produire du progrès ou de la régression sociale. Exactement. Ça en était déjà bien tiré. Voilà, là il est 20h15 et on a terminé les droits des salariés des lois Auroux à nos jours. Challenge accompli. Bien, vous avez donc la parole pendant que je vous fais passer quelques-uns des documents dont on vous a parlé auparavant. Vous avez donc le droit de poser vos questions, d'intervenir, de contester éventuellement certains points qu'a pu développer Étienne, de revenir sur des sujets qui vous paraissent ne pas avoir été assez évoqués à votre goût. Voilà. Donc il y a Jean-Luc, Maxime et Anas. Donc Jean-Luc. Alors justement, pour ce que tu viens de terminer, là, un problème de terminologie. Tu as employé plusieurs fois le terme d'accord dérogatoire ou dérogation. Et alors, si j'ai bien compris, tu nous as bien présenté le principe de faveur, en disant que jusqu'à il y a une hiérarchie des normes. Et moi, ce que j'entends là-dedans, logiquement, c'est que qui dit dérogation, puisqu'il y a un principe de faveur, dit plutôt dégradation. Pour moi, ce ne serait pas une dérogation, ça rentrerait dans le principe de faveur, ce serait un accord plus favorable, quoi. C'est un peu comme le changement. Le changement, c'est pas maintenant, c'est toujours mauvais, quoi, quand on parle de... Là, la dérogation, si j'ai bien compris, c'est la régression plutôt. Pourquoi on emploie ce terme? Et deuxième question qui n'a rien à voir, mais c'est un exemple concret, hein, par rapport aux accords majoritaires ou pas. Est-ce que tu peux nous parler à titre de cas concret de l'accord du dimanche à la FNAC qui a été refusé, je crois, qui a été signé par des organisations et qui a été refusé par les majoritaires avec la... Voilà. Maxime. Oui, j'ai trois questions assez rapides en lien avec les choses que tu as dit. Merci. Pour ton intervention, Étienne, tu as abordé rapidement, donc, enfin rapidement, mais tu as abordé les principales mesures de l'accord national interprofessionnel et des lois qu'on suivi. Je pense à la question de la barémisation des prud'hommes. C'est une question qui me semble importante. On en a parlé assez récemment, puisque ça vient dans cette idée qui court et qui est rappelée dans beaucoup de rapports qu'il faut que les employeurs puissent être sécurisés quand ils embauchent et que donc ils sachent ce qui va leur arriver s'ils licencient, y compris de manière abusive, puisque c'est de ça dont on parlait quand on parlait de barémisation de prud'hommes. Je me pose une question toute simple, c'est que si on barémise comme ça et qu'on met des bornes aussi fortes que ça, qu'en est-il de la liberté d'appréciation du juge et par rapport aux autres types de droits? Est-ce qu'on peut constater quelque chose comme ça dans d'autres droits pénals, droits civils, etc. Et moi, ça me paraît extrêmement grave en termes de liberté d'appréciation du juge par rapport à une situation donnée sur un salarié.
Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la question des comptes. On va parler du compte personnel de formation, du compte pénibilité, et puis du compte personnel d'activité, qui veut fondre tout ça. Cette idée des comptes, ça me semble pas inintéressant. Ça me semble même assez intéressant dans le sens où aujourd'hui, contrairement à il y a quelques dizaines d'années, les salariés sont amenés à changer d'entreprise assez régulièrement. Ils sont amenés à avoir une carrière plutôt hachée, et que du coup, le fait qu'il y ait un compte qui peut leur permettre d'avoir un suivi de leur vie professionnelle en termes de qu'est-ce qu'ils ont subi comme pénibilité, combien d'heures ils ont pour se former, etc., peut-être un peu plus facilement qu'avant parce que c'est unifié, ça ne paraît pas inintéressant, à condition bien sûr que la consultation soit claire, facile, que l'utilisation soit facile aussi. Bref, le pendant d'une vie professionnelle un peu à la carte, où on change d'emploi régulièrement, ce serait d'avoir accès un peu à la carte à tout un tas de choses du type avoir une réduction de temps de travail, partir un peu plus tôt en retraite, faire une formation, etc. Bon, sur le principe, ça me paraît pas idiot, mais j'aimerais savoir ce que tu en penses de ce principe général. Et la dernière chose, c'est une question sur la loi Absamen et la jonction, la fusion des instances du personnel, et notamment du CHSCT, des DP. Ça me semble à double tranchant. Fusionner le CHSCT avec les autres instances, ça peut avoir comme incidence que tout ce qui était comme les problématiques propres au CHSCT, les choses qu'on ne voyait que dans les CHSCT, sur les questions de sécurité et de conditions de travail des salariés, pourraient être moins abordées parce qu'elles sont fondues dans d'autres choses, avec d'autres débats, etc. En même temps, ça peut aussi être intéressant parce que les gens qui prennent des décisions dans l'entreprise, les représentants des salariés, etc., du coup, vont peut-être être obligés de les regarder de plus près. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est positif ou négatif. Donc c'est ça ma question. Sur le terrain, quand on voit ce qui se passe, est-ce que c'est positif ou négatif? Voilà. Alors, on fait 2 autres questions et puis ensuite on laisse à Étienne répondre et puis on prendra une autre suite. Anas et puis Martin. Ma question presque abordé notre ami Maxime, surtout ce deuxième. D'accord. Donc Martin, voilà. Et après une série de réponses, et puis j'ai vu Jean-Pierre lever la main. Ouais, je parle ici, Jean-Pierre. Non, je crois que quand on fait malheureusement le bilan des 4 ans, 3 ans et demi qu'on a passé au pouvoir, je crois que malheureusement on peut avoir un regard assez négatif. On a très clairement un recul, évidemment, que comme tu l'as montré dans la continuité des 30 dernières années, mais on a quand même assez pas mal de recul sur les droits sociaux, sur les droits des salariés. On ne pouvait pas parler de tout, mais par exemple sur la loi Macron. C'est quand même un peu étonnant d'ailleurs que lorsque le gouvernement, lorsque Jean-Marc Ayrault était Premier ministre, bon, il y avait une volonté dans les paroles, en tout cas, d'avoir une volonté de dialogue social. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que ce gouvernement a quand même une volonté de dialogue social comme on dit, à variable, enfin géométrie variable. Parce que quand même, quand on regarde que ce soit le pacte de responsabilité de la loi Macron, sont comme par hasard des éléments qui n'ont pas été négociés avec les syndicats. Des éléments qui ont été négociés qui ont été décidés par la loi. Et déjà, on voit qu'il y a quand même une contradiction entre le fait de défendre le dialogue social et en même temps de prendre des décisions aussi fortes, comme le travail du dimanche ou la facilitation des licenciements ou encore la baisse des cotisations sociales, sans vraiment négocier avec les syndicats. Deuxième chose, sur le rapport Badinter, moi je l'ai lu honnêtement, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi parce que moi je ne vois pas grand-chose de nouveau en fait. Et même pour te dire, j'étais assez surpris parce que qu'est-ce qu'on voit? On y voit que le repos dominical, enfin le repos le dimanche, sur l'exception évidemment, mais quand même c'est un principe. On rappelle quand même le principe de limitation pour le temps de travail, aussi évidemment on ne dit pas combien d'heures on fixe. On rappelle les heures supplémentaires doivent être payées, on rappelle le principe de faveur avec dérogation. Et même, il y a quand même un truc qui m'a frappé, il n'y a pas un seul mot sur les accords d'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être une préférence de Badinter pour les accords de branche plutôt que les accords d'entreprise. Et moi je veux dire que quand je dis ça, même si par ailleurs il y a un article sur les libertés religieuses, je suis beaucoup plus inquiet de ce que propose le gouvernement que de ce que propose le rapport Badinter. Cette idée de dégressivité, notamment des allocations chômage, est quand même assez différente parce qu'une fois encore, voilà, on est promis plutôt une réforme fiscale pour les inégalités, on peut faire traiter sur les chômeurs.
Voilà, puis peut-être une question sur... Une question qui est partie. Ben, tant pis, voilà. Tu la retrouveras peut-être tout à l'heure. Juste un point, sur la question de... Tu citais l'article, je ne sais plus lequel c'est, qui parle de, grosso modo, de la laïcité dans l'entreprise. C'est stricto sensu, à quelques virgules près, l'arrêt de la Cour de cassation sur le sujet, donc il n'invente rien, le droit est constant, en tout cas dans le rapport Badinter. Moi, une chose en plus de ce que tu as dit sur la façon dont le gouvernement a de concevoir depuis 2012 la négociation sociale, c'est qu'il appelle au dialogue social, mais sous pression. C'est-à-dire, dès que le dialogue social ou la négociation sociale est engagée, c'est vite signer, vite signer. Le temps presse, il faut que vous signiez, Ce qui fait qu'en général, plus le patronat met la pression, plus le gouvernement met la pression, en plus par-dessus, en disant que vraiment il faudrait parvenir à un accord. Et donc à chaque fois, ça se fait au détriment des représentants des salariés. Voilà, je termine là-dessus. Donc, Étienne répond, et puis ensuite on aura les deux Jean-Pierre. Alors, Jean-Luc, alors ça, ta première question me fait penser que j'ai pas été assez clair. Parce que accord dérogatoire versus principe de faveur. Les accords dérogatoires, le développement des accords dérogatoires à compter de 82 sont le levier, le véhicule de la remise en cause du principe de faveur. C'est évidemment directement lié, mais c'est pas la même chose. Le principe de faveur, c'est le principe qui veut qu'en cas de conflit de normes, on applique à plus favorable aux salariés. Il ne souffrait pas d'exception jusqu'à la fin des années 70. Et à compter de 82, la première c'est 78, c'est une ordonnance, et ensuite c'est 82 et surtout 86 de première cohabitation, principalement. On a multiplié les possibilités d'accords dérogatoires, c'est-à-dire la possibilité par accord collectif de déroger à la loi dans un sens potentiellement défavorable aux salariés. Je donne un exemple qui est le principal. Je pose le principe qui a existé pendant des décennies que la durée du travail se compte sur la semaine et qu'elle est de 39 heures hier, 35 heures aujourd'hui. Si je ne fixe pas d'autres règles, c'est comme ça, et on compte les heures supplémentaires, elle peut compter de la 36e pour tout le monde. Si je dis qu'on peut moduler, annualiser le temps de travail dans une entreprise, c'est-à-dire le compter sur des périodes beaucoup plus longues, avec des périodes hautes, des périodes basses, ce qui permet quoi? D'éviter de payer les heures supplémentaires. C'est une atteinte directe au principe de faveur, puisque ça veut dire que l'accord d'entreprise va primer, alors même qu'il est moins favorable que le principe énoncé dans la loi. Et puis, le principe de faveur, il est surtout remis en cause après, par la remise en cause du rôle de la branche et le fait qu'on est quasiment totalement arrivé à un système, et c'est manifestement le projet de loi à venir qui entend achever cette évolution, où l'accord de branche ne va plus s'appliquer qu'à défaut d'accord d'entreprise, c'est-à-dire qu'il va être supplétif et s'appliquer qu'à défaut d'accord d'entreprise, et que si un accord d'entreprise, il s'appliquera, il primera. Ça veut dire même s'il est moins favorable que l'accord de branche. C'est bien ce que ça veut dire. Parce que si ce n'était pas le cas, de toute façon, un accord ne s'applique que parce qu'il est plus favorable en vertu du principe de faveur. Le principe de faveur a cela de très beau juridiquement, comme tous les beaux concepts juridiques, qu'il n'a pas besoin de souffrir d'exceptions ou de commentaires ou de tempérament. Il suffit, vous pouvez avoir des normes distinctes, de niveaux différents, elles peuvent être contradictoires, vous allez appliquer la plus favorable aux salariés. C'est comme ça qu'on a fait pendant des décennies. Donc ça, c'était la solution simple, facile, mécanique, extrêmement progressive de tous les conflits de normes. À partir du moment où on commence à dire l'accord d'entreprise va primer, ça veut dire qu'on veut dire qu'il primera même s'il est moins favorable que l'accord de branche. Parce que si ce n'était pas ça, il n'y aurait pas besoin de le préciser. Parce que ça procède du principe de faveur. Donc c'est un bouleversement complet de la hiérarchie des normes. Et concrètement, les accords dérogatoires, c'est le principal véhicule de la remise en cause du principe de faveur dans les rapports entre la loi et la convention collective. Ils n'appellent pas les accords régressifs alors. Ah bah parce qu'on appelle. D'abord, ils ne s'appellent pas les accords dérogatoires dans la loi non plus. Ça, c'est la doctrine, c'est les juristes en droit du travail qui ont appelé ça les accords dérogatoires. On ne parle pas d'accords dérogatoires dans la loi, on dit juste que l'accord d'entreprise s'applique. Il suffit de dire ça. On dit juste ça. Et c'est très très lourd de conséquences. À la FNAC, la FNAC c'est simple, c'est la FNAC, le sujet c'est que sur le travail le dimanche, il y a des organisations syndicales qui sont contre
le travail dominical et qui se sont donc opposés parce que l'accord a été... Alors je ne connais pas le détail, c'est pas moi qui ai ce dossier, mais je crois que la CGT est majoritaire, qu'il y a eu un syndicat minoritaire de plus de 30% qui a signé un ou plusieurs et que la CGT s'est opposée selon le mécanisme que j'ai décrit tout à l'heure, droit d'opposition majoritaire, c'est que la CGT qui fait plus de 50 s'est opposée. Ce qui, mais ça me permet de faire le lien avec un point que j'ai oublié, je me rends compte que j'en ai oublié plusieurs, parce que j'ai oublié la barémisation, je vais y revenir, mais très important, mais qui est le sujet du référendum, sur lequel j'ai écrit un papier également, donc c'est pour ça que je vais le garder pour la fin. Évidemment, l'exemple Fnac sert d'argument au gouvernement pour dire que quand il y a un blocage, il faut passer par référendum et consulter directement les salariés. Alors ça, c'est une lourde question, très très lourde. Il y a un principe de droit d'opposition majoritaire. Pourquoi prévoir, comme le prévoirait, d'après ce que on me dit, la loi El Khomri, que dès lors qu'il y a un accord minoritaire mais à plus de 30%, on pourrait passer par référendum pour transposer dans la loi cet accord qui n'est que minoritaire malgré l'opposition des syndicats. C'est complètement absurde. S'il y a un droit d'opposition majoritaire, c'est que c'est bien les syndicats qui sont en capacité majoritairement de s'opposer et de déterminer ce qu'est la position syndicale majoritaire. Donc si c'est ça qu'ils veulent faire, alors qu'ils ont dit pendant longtemps qu'ils voulaient généraliser l'accord majoritaire, ce qui relève de sa cohérence, ce qui a totalement sa cohérence, c'est de dire tous les accords sont à 50. Le problème est réglé. Mais si tous les accords sont à 50, ça peut être que des accords collectifs. Les accords à 50, c'est sur une base syndicale. Si l'idée c'est de dire qu'on va passer à un fait majoritaire en ce sens qu'on pourrait tordre le cou aux accords à moins de 50% en les rendant obligatoires par validation directe par référendum contre une majorité syndicale, alors là, je ne peux pas imaginer qu'ils fassent ça. Je ne peux pas imaginer qu'ils fassent ça parce que là, ce serait une mise en cause fondamentale, c'est une vieille demande du patronat, qui est fondée sur la volonté de remettre en cause le fait syndical en entreprise. Parce que si vous commencez à postuler que le fait syndical majoritaire en entreprise peut être contourné par une consultation directe des travailleurs, vous marginalisez mécaniquement toutes les organisations syndicales dans l'entreprise. C'est tellement lourd, ce serait tellement lourd de conséquences que je ne peux pas personnellement imaginer un instant que ce soit ce qui serait dans les tuyaux. Tu me permets 2 secondes là, par rapport à ça. Je pensais que tu étais plus au fait, mais d'après ce que j'ai compris, l'accord de la FNAC il est favorable aux travailleurs en poste et il est défavorable aux nouveaux embauchés. Ce que j'ai connu, moi, là, quand je vous ai parlé de la Poste tout à l'heure, c'est ça. Ça applique, c'est-à-dire qu'on maintient les droits acquis, on donne des droits favorables, mais par contre, tous les nouveaux entrants, eux, c'est le coup de massue. Donc, ce genre de proposition, il peut se faire que les salariés, puisque eux, à titre personnel, ils gardent leurs droits, ils vont voter pour, et que c'est seulement un syndicat qui, dans une vision globale, collective, politique, qui défend les intérêts des futurs salariés, va s'opposer. Et c'est là où c'est très dangereux. Parce que ça... Mais c'est un exemple, mais tous les accords collectifs sont toujours une prise en compte de considération entre la situation des entrants et la situation des salariés en poste, et c'est toujours un savant équilibre. La question là, c'est qu'on voudrait poser dans la loi le principe qu'on peut dépasser un blocage syndical par une validation directe par référendum, et ça c'est évidemment tiré de l'exemple de la FNAC, et c'est quelque chose qui serait une atteinte directe au fait syndical lui-même dans l'entreprise. Alors là, ce serait, quand je disais tout à l'heure que ce n'est pas inintéressant de s'appuyer sur ce qu'il y a dans le rapport Badinter, si une telle proposition était présentée en Conseil des ministres et sur le bureau de l'Assemblée nationale, elle serait totalement contraire à toute la philosophie du rapport Badinter, ce que Antoine Lyon-Caen a immédiatement dit d'ailleurs. Donc je maintiens que les exemples que vous avez pris sont bons aussi, ceux que tu as pris tout à l'heure. Je maintiens qu'il y a des choses dans ce rapport qui peuvent servir d'appui, non pas pour sanctuariser quoi que ce soit, c'est un énoncé de principe. L'énoncé de principe, ça ne donne jamais une lecture précise du droit positif applicable dans telle ou telle entreprise. Mais de pouvoir dire, ce que vous êtes en train de faire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est contraire à ce que sont les socles de droits fondamentaux qui seraient posés dans le Code du travail, notamment le principe de sécurité, discrimination, etc. Pour une participation, je maintiens que ça peut être quelque chose d'intéressant. Moi, je vois déjà plusieurs
choses dans ce qui a été annoncé qui pourrait être dans le projet de loi El Khomri qui sont à bien des égards contraires à la philosophie de ce qu'il y a dans ce rapport. Et je pense qu'on ne manquera pas de le dire et qu'il serait dommage de se priver de cet argument. Maxime, sur la barémisation du prud'homme, essentiel. Je ne l'ai pas énoncé tout à l'heure. Le rapport El Khomri va certainement, là pour le coup il n'y a pas de doute, reprendre la barémisation des indemnités prud'homales, qui, je le rappelle, existe déjà à titre indicatif pour les conciliations au Conseil de prud'homme, c'est la loi Macron, qui a été tentée, qu'on a tenté de l'instaurer pour les bureaux de jugement, c'est-à-dire pour les décisions. Non, ça devait être là. Alors, c'était avant la loi Macron. C'est la loi Macron qui a essayé de l'instaurer pour les bureaux de jugement. L'ANI l'a posé, absolument. C'est l'ANI et la loi de sécurisation de l'emploi pour la conciliation, peu importe à la limite. Ils ont essayé de le mettre en place pour les bureaux de jugement et donc pour les décisions elles-mêmes de justice. C'est la loi Macron. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel sur ce point. Moi, j'ai tout de suite vu que la censure du Conseil constitutionnel a été dangereuse parce qu'elle ne porte que sur la prise en compte du nombre de salariés des entreprises. Et donc, il y a une logique assez facile de dire on passe au-dessus de la réserve et de la censure constitutionnelle, que de dire ça s'appliquera à toutes les entreprises. Et je crois que c'est ce qui est dans le texte, c'est-à-dire qu'il y aurait une barémisation des indemnités pouvant être perçues au prud'homme. Je rappelle que quand on gagne au prud'homme des dommages et intérêts, ce n'est pas pour les licenciements justifiés. Quand le licenciement est justifié, on ne peut obtenir que ces indemnités légales de rupture, c'est-à-dire indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et préavis. Ce qu'on va demander au prud'homme, c'est les dommages et intérêts, c'est pour le licenciement qui, par hypothèse, est un licenciement abusif. On ne parle là que des licenciements abusifs injustifiés. Et bien pour cela, on aurait un barème qui s'appliquerait, et je rejoins complètement Maxime, j'ai pas de façon de le dire mieux que ce qu'il a dit lui-même. Ce serait quelque chose d'unique, de totalement dérogatoire à ce qui est l'office du juge, puisque l'office du juge dans les relations de droit privé, c'est même dans la relation administrative, c'est d'apprécier souverainement un préjudice, et que là on dirait à un juge, ton préjudice, tu ne l'apprécies pas souverainement, il est fixé en fonction d'un barème. Je rappelle qu'un préjudice peut être très fort dans une entreprise petite avec un salarié qui a peu d'ancienneté. Si les circonstances de la rupture de son contrat de travail sont telles que c'est absolument intolérable ce qu'on lui a fait, que le préjudice est très lourd, parce que les dégâts psychiques, sociaux, tout ce que vous voulez, c'est compliqué l'appréciation d'un préjudice. Ça ne peut pas faire l'objet de 3 lignes dans un code, c'est pas possible. Et par ailleurs, il y a parfois des salariés qui ont des très grosses anciennetés et dont le préjudice n'est pas si lourd que ça, parce qu'ils retrouvent immédiatement du boulot, parce qu'ils ont bien cherché leur rupture, parce que tout ce que vous voulez dans le paysage qui permet à un juge, et c'est normal, souverainement, de déterminer que celui-là, son préjudice n'est pas si considérable. Et donc, ce n'est pas le nom de la taille de l'entreprise, ce n'est pas l'âge. Alors, j'ai vu que pour pouvoir supprimer le critère de la taille de l'entreprise, sans se voir reprocher de supprimer tout critère, ils envisageaient la prise en compte d'un critère à raison de l'âge. Alors ça, je leur souhaite bon courage devant le Conseil constitutionnel, parce que ça, c'est jugé depuis 50 ans, puis alors, la prise en compte de l'âge pour déterminer, l'âge est évidemment un élément souverainement pris en compte par le juge pour apprécier un préjudice, mais ça peut pas. Un salarié même âgé peut avoir un préjudice plus faible qu'un salarié jeune. C'est le dossier qui le dit, et c'est le juge qui le dit. C'est pas un décret et c'est sûrement pas une loi qui fixe des barèmes. Alors, sur les comptes, je finis vite. Sur les comptes, moi je pense que c'est intéressant de travailler sur les comptes. Alors il faut leur donner de la matière, de la densité. Pour l'instant, ils n'en ont pas. Pas du tout assez. D'abord, ils vont être rationalisés parce que l'idée, c'est de les. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de toutes ces questions-là qu'on voit finalement pas tant que ça en droit du travail, mais en plan judiciaire en tout cas. Mais l'idée, c'est de rassembler les comptes personnels d'activité, y compris le compte formation, le compte pénibilité, tout ça dans le même. C'est d'avoir un compte attaché à l'activité, le compte personnel d'activité, qui comprenne tout ça et qui soit portable d'un employeur à l'autre, qu'on conserve, qu'on puisse enrichir de droits dans les périodes. Ça, c'est une idée qui est intéressante. Je pense que si la majorité est décidée de donner de l'existence, de la consistance à ce compte d'ici la fin du quinquennat, il en ferait la grande réforme sociale de ce quinquennat. Mais en l'état, c'est pas le cas, parce que tout est à faire. Mais l'idée est la bonne, et moi je pense que c'est intéressant de raisonner comme ça, et que de toute façon on va raisonner de plus en plus comme ça. L'opportunité de la DUP, je connais bien le débat. Effectivement, dans des petites entreprises dont le CHSCT fonctionne mal,
dans lequel il n'y a pas assez de candidats pour prendre les postes au CE et le CHSCT. Enfin, je rappelle qu'on pouvait déjà avoir des délégations uniques du personnel jusqu'à 200 salariés. Pourquoi pas une délégation unique, c'est pas totalement inintéressant. Oui. Par contre, donc il y a des hypothèses où ça se justifie, ça se justifiera, et où ça posera pas, et ça n'entraînera pas un recul des droits. Moi, je suis tout à fait prêt à le concéder. Il y a une difficulté, c'est la banalisation complète du CHSCT dans une instance unique, alors même que on parlait des lois Auroux, depuis 30 ans, le CHSCT, c'est vraiment l'instance qui a monté non-stop et qui s'est emparée de cette problématique de l'hygiène, de la santé, de la sécurité au travail, qui est un problème majeur, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, et qui a permis à des représentants du personnel de faire valoir vraiment dans les décisions d'entreprise la préoccupation et la prise en compte de la santé et de la sécurité des salariés, surtout de la santé des salariés. Et ça implique une expertise sur des questions très pointues, délicates, techniques. Ça veut dire qu'il faut des salariés et des élus formés. Ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent plusieurs mandats, qu'ils se forment. Et ça, c'est pas forcément très compatible avec le fait d'avoir une instance unique. J'ajoute que on voit un peu comment se construit le droit depuis quelques années. On a le droit de ne pas être complètement candide. Il y avait une délégation unique de personnel jusqu'à 200 salariés pour DPCE. Maintenant, il y en a une jusqu'à 300 salariés pour DPCE, CHS, avec un même texte qui autorise par accord collectif DPCE, CHS dans les plus de 300 salariés. Il ne faut pas être un immense analyste juridique et de la législation pour comprendre que l'orientation prise, elle va conduire à un abandon de l'instance CHSCT qui sera moulée, fondue dans une grande instance de représentation du personnel. Et ça, c'est un problème. Ça n'est pas un problème qu'à la condition qu'on soit extrêmement vigilant, ce qui n'est déjà pas le cas, sur la formation d'élus propres aux thématiques d'hygiène et de sécurité, de santé au travail, avec des formations propres, avec des prérogatives propres, et que tout ne soit pas relégué à la fin de l'ordre du jour, à des réunions qui n'allont plus finir, qui vont être extrêmement lourdes, et où la santé et la sécurité arrivent toujours à la fin, parce que c'est toujours le cas. C'est comme les questions internationales au Bureau national du PS, comme disait Gérard Filoche l'autre jour, mais il a raison, c'est comme les questions internationales au BN. Ça vient toujours à la fin, et on sait ce que c'est, les débats qui arrivent à la fin, avec des gens qui ne sont pas formés, qui sont épuisés, etc. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Donc c'est pas inéluctable, mais il faut se battre pied à pied pour que les prérogatives ne baissent pas et que la formation des élus soit sanctuarisée ou même renforcée, parce qu'elle fonctionne à bien des égards assez mal. À la fin du bureau national, il y a aussi les dossiers d'exclusion. Des conflits. Dernière question, je finis là-dessus parce que c'est l'essentiel, je pense. Oui, tu as fait très, très habilement allusion à l'évolution qu'il y a eu dans le quinquennat sur le rapport au dialogue social. Et moi, j'ai dit ça l'autre jour à la radio, exactement ce que tu viens de dire. Très bien, d'ailleurs. La place faite au dialogue social n'a pas été tout à fait la même du début à la fin de ce quinquennat. Et ça fait partie des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Quoi qu'on pense de la loi de sécurisation de l'emploi, je l'ai dit tout à l'heure, on en a dit bien du mal. Mais quoi qu'on en pense, c'est le succès d'une méthode. C'est peut-être pas exactement la nôtre, mais il y avait au moins une cohérence. Mettre aux partenaires sociaux autour de la table, rechercher la voie d'un accord majoritaire, cet accord majoritaire, et avoir une négociation nationale interprofessionnelle aboutissant sur un texte qu'on retranscrivait après dans la loi. On a eu des critiques, moi-même j'ai des critiques sur le texte, mais cette méthode telle qu'elle avait été présentée et qui reprend exactement ce qu'étaient les engagements de François Hollande dans la campagne présidentielle, a été respectée jusque-là. On a auditionné à la Fondation Jean Jaurès l'autre jour Jean-Marc Ayrault qui nous a dit exactement ça. Et ça a été ensuite, même chose sur l'accord sur le contrat de génération et l'accord sur la formation professionnelle qui sont également les accords majoritaires. Et à partir de là, il y a un coup d'arrêt. C'est que Macron n'a rien à foutre du dialogue social. Rien. Non mais, je parle pas de lui, moi je m'en fiche de lui. Je dis que techniquement, juridiquement, il n'y a pas eu de négociation collective interprofessionnelle. Et on n'a pas cherché à en obtenir une. Et on s'est réfugié derrière le fait que la CGT voulait plus, et FO voulait plus participer. Mais il fallait quand même en organiser. Mais rien ne pouvait justifier qu'on ne l'organise pas et qu'on ne cherche pas la voie d'un accord majoritaire. Et donc à partir de la loi Macron, moi je rejoins complètement ce qui a été dit. Le choix a été fait de se passer de la conférence sociale qui est un astre mort aujourd'hui. Alors que
même si on n'a pas soutenu tout ce qui s'est passé dans ce cadre, elle a existé dans les 2 premières années. Et donc moi, je maintiens, et j'adhère complètement à l'idée qu'il y a un virage dans le quinquennat, et que sur la question de la démocratie sociale, Ayrault et Valls, pas tout à fait la même chose. Alors, il reste 16 minutes. Il y a 4 demandes de parole et il faut qu'Étienne puisse répondre à la fin. Donc il y a 3 demandes de parole. Jean-Pierre Lebel, Jean-Pierre Côté et Manon. Vas-y. Oui, moi je voulais juste revenir, je vais faire très court, mais je vais faire très court. Je voudrais juste revenir sur le niveau de l'entreprise. On sait bien qu'au niveau de l'entreprise, c'est là où l'exercice technique de la RH exerce. Et moi qui l'exerce au quotidien, on comprend bien où ils veulent venir. Ils veulent ramener tout cela vers l'entreprise parce que c'est là où la pression est la plus forte et la technicité est la plus forte. Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait que les organisations syndicales, du fait de la pluralité de ces organisations syndicales avec la représentativité au niveau de l'entreprise, soient équipées pour faire face à tout cela. On parle souvent du code du travail, je voudrais parler aussi du code de commerce, parce que moi je vois les accords avec tous les GIE, avec toutes les multinationales, avec les holdings, etc. C'est que les accords qu'on signe, on ne sait plus où on va. Dans les grandes entreprises, on ne sait plus où on va. Donc la question que je me pose, c'est que le pendant de tout ça, très bien, on ne peut peut-être pas aller contre cela, parce que c'est peut-être une évolution aussi de la société. Je se pose aussi la question de savoir pourquoi il n'y a que, je ne sais plus combien, 3 ou 4% de syndiqués dans les entreprises. Il y a aussi un rejet des salariés, je le vois bien dans les entreprises. Les salariés n'entendent plus les syndicats, voire les rejettent et n'en trouvent aucun intérêt. C'est faux, hein, mais au jour d'aujourd'hui, les jeunes, c'est comme ça qu'ils réagissent, et aussi les moins jeunes. Donc la question qu'on se pose, c'est que le pendant ne serait pas d'aller vers la cogestion, c'est-à-dire de faire venir des professionnels, entre guillemets, j'ai pas ce terme-là, mais pour planter le débat, des professionnels de la gestion sociale de l'entreprise aux postes les plus importants de l'entreprise, c'est-à-dire à la direction, pour que les équilibres soient rétablis, c'est-à-dire que le travail soit fait de la même manière et qu'on ne se retrouve pas avec un DRH qui a travaillé son dossier depuis 15 jours avec 4 avocats, en face de lui 3 syndicalistes qui viennent avec un code des années 80 et voilà, c'était tout. Et si juste une chose aussi, c'était sur le devenir des juges prud'homaux, parce que la question que je me pose, moi, c'est à quel moment on va, parce que là ils sont au bout du rouleau, les pauvres, hein. C'est à quel moment on va réfléchir à l'élection des juges prud'homaux. Est-ce que là, c'est marrant. Parce que là ils sont au bout, hein, ils n'en peuvent plus, hein, je pense que là. Jean-Pierre Côté. Avant de passer la parole à je suis désolé, mais je vais revenir quand même sur le problème entre l'entreprise et la branche. Parce qu'effectivement, si on accepte les accords dérogatoires dans les entreprises, c'est la mort de la branche. Alors, d'un côté, on dit qu'on veut supprimer un certain nombre de branches, de rationaliser un petit peu. En fait, on va les tuer. Prenons un exemple tout bête. La branche automobile. Chez Peugeot, chez PSA, on décide qu'on annualise le temps de travail dans l'entreprise. Il y a un accord majoritaire, c'est pas contestable. Chez Renault, ils vont dire tout de suite derrière, oui mais attendez, il n'y a plus de concurrence possible, puisque chez Peugeot, ils ont accepté ça, donc nous, on va être obligés de le faire. Ce qui fait qu'il va y avoir une pression énorme dans l'entreprise de chez Renault, et en fait, la branche, elle ne sert plus à rien, cette branche-là. Et on peut multiplier les exemples dans un tas de nombre d'entreprises. Et effectivement, moi, je crois que c'est un casus belli, cet accord dérogatoire dans les entreprises. Alors si en plus, on ajoute à ça le référendum, effectivement, là, tout le monde est dans la rue, là, surtout en fin de mandat. On s'autorise à le penser. Deuxième point, je vais faire un peu de filoche. Sur le compte personnel d'activité. Le compte personnel d'activité. En fait, on revient au livret du 19e siècle. Parce qu'en fait, si on met ça dans une carte à puce, on va mettre un tas de données. Le type qui va être à l'embauche, qu'est-ce qu'il va faire l'employeur? Il va lui demander sa carte. Il va avoir toute la vie, y compris éventuellement peut-être des condamnations au prud'homme, enfin un tas de trucs comme ça. Et on revient au livret du 19e siècle, où, enfin, je caricature, hein, je fais mon filoche. Mais c'est un danger. Oui, c'est un danger, incontestablement. Donc, pas question. Il y avait un troisième point que je voulais aborder, mais je l'ai oublié, donc je fais quoi. Manon. Et puis après, Étienne aura 8 minutes pour terminer. Moi, j'avais du coup, juste pour revenir sur le principe de faveur. Donc, quel cas il s'applique du coup maintenant, si on peut y déroger voilà,
Tu vas répondre. Oui, encore. Oui. Et ensuite, c'était. Les étudiants me demandent la même chose, c'est vrai que Non, mais c'est logique. Bien sûr, c'est la bonne question. La confirmation, c'était logique. Mais Et je vais répondre. Et ensuite, sur justement l'état un peu les pourcentages de syndiqués aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas aussi un problème de confiance dans le syndicat quand on voit les pourcentages? Et du coup, est-ce que ça justifie pas aussi une certaine. Pas que je sois forcément d'accord, mais que ça justifie pas aussi le fait que c'est plus forcément vers eux qu'on se tourne dès le départ pour négocier, pour essayer de trouver un accord pour essayer de mettre en place le dialogue social, et puisqu'on voit qu'ils ne représentent quand même pas grand-chose chez les salariés. Ils sont représentatifs. Oui, ils sont représentatifs, mais ils ne représentent pas beaucoup d'adhérents. Je vais commencer par là. Tu t'es terminé là? Oui. Eh bien, Étienne, tu conclus. Pardon, oui. Beaucoup de choses là dans les 3-4 interventions. Je vais essayer de peut-être pas reprendre tout, mais quelques points. Je commence par cette question essentielle. J'en ai pas parlé de la représentativité. Si, j'en ai parlé, mais techniquement, mais pas du débat sur l'absence de représentativité des organisations syndicales. Alors, il faut quand même que vous ayez des arguments là, parce qu'on entend des choses qui ne sont pas possibles. L'organisation syndicale, il y aurait de l'ordre de 7 à 9 syndiqués, ça dépend des statistiques qui sont prises, en comptant tout le monde, de salariés syndiqués aux organisations syndicales. D'accord. Et on en déduit mécaniquement que 7% c'est très peu, et que donc mécaniquement, les organisations syndicales seraient absolument pas représentatives. Alors, j'attire votre attention, on l'a dit tout à l'heure, le choix qui a été fait en France, depuis 2008 notamment, c'est de fonder la représentativité syndicale sur le vote des salariés, sur les votes aux élections professionnelles. Or, aux élections professionnelles, les salariés votent de l'ordre de 65%. Autour de 65%, c'est le taux de participation dans les élections professionnelles. Si, ça ne règle pas tout le problème. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de base et d'adhésion. Je vais y venir. Moi, je pense qu'il y en a un. Mais on ne peut pas confondre complètement le débat de la représentativité en le déportant de la mesure de la représentativité au débat sur l'adhésion. Parce que si vous faites ça, et si c'est pas vous qui le faites, c'est tout le monde, on n'entend que ça du matin au soir, sur toutes les chaînes d'infos dès qu'on allume la télé. Moi, je mets en cause la représentativité des partis politiques et je me fonde sur le nombre d'adhérents, et là on tombe à 0,2% des citoyens. Et tout le monde me répondrait immédiatement, mais n'importe quoi, les organisations politiques, on les juge aux résultats, aux élections politiques. Il y a quand même une incohérence absolue à ce que la vie sociale et la vie syndicale soient la seule pour laquelle on prendrait en compte le taux de syndicalisation des salariés, alors que les règles structurelles fixent que c'est le taux de participation aux élections professionnelles qui sont prises en compte pour déterminer la représentativité, et qu'à ces élections, on vote à 65%, c'est-à-dire à des taux de participation qui ne feraient pas lire d'envie à peu près toutes les politiques à n'importe quelle élection, à part l'élection présidentielle. Juste une chose, les dernières élections, parce que je suis syndicaliste, les dernières élections que j'ai faites au niveau national, il n'y a pas plus tard que le mois de décembre, on était à moins de 54%, et une fois qu'on avait enlevé tous les inscrits sur les listes, parce qu'il y a ça aussi avec les instances, en fin de compte, ça représentait 30-35% des salariés qui se sont déplacés. Voilà. Aux élections professionnelles? Ouais, aux élections non, je crois, non, j'ai pas ce chiffre-là. Les élections professionnelles? C'est simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des possibilités d'organiser les élections au niveau, c'est des entreprises au niveau national, où on supprime des bureaux, etc., et on dit aux salariés de Toulouse qui peuvent aller voter à Caen, et ceux de Caen, enfin ceux qui sont à côté de Strasbourg peuvent aller voter à Reims, donc les salariés n'y vont pas, donc comme ça ils ne se déplacent pas, ils ont la possibilité aussi de voter par correspondance, et au jour d'aujourd'hui, ça leur pose, je ne sais pas pourquoi, mais ça a des difficultés. Donc c'est juste, je ne comprends pas la représentativité avec non, j'ai pas ça. Et c'était pour dire que moi je suis sur le terrain, je parle avec les gens, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, mais moi syndicaliste, je ne veux pas en soirée. Je sais. Alors maintenant je dis juste que sur la mesure et dans le débat tel qu'il est posé, il y a un problème, c'est qu'il y a une incohérence. On prend en compte quelque chose qui n'est pas ce sur quoi est fondée la représentativité syndicale, et qu'il y a une incohérence qu'il faut quand même démasquer, parce que sinon on ne sait pas de quoi on parle. Après, est-ce que ça revient à dire qu'il n'y a pas de problème de représentativité, d'adéquation entre les organisations syndicales, les structurations syndicales et leur base électorale? Évidemment pas. Moi je suis convaincu qu'il y a un problème majeur. Je dis juste que ce problème, il ne concerne pas que les organisations syndicales, il concerne d'abord tous les corps intermédiaires et tous les corps constitués, de la même manière. Et c'est le même débat que celui, si vous interrogez les gens sur la confiance qu'ils font aux organisations syndicales,
et que vous la comparez avec le taux de confiance aux organisations politiques, vous allez avoir des résultats qui seront encore plus. Alors ça ne retire rien au problème. Moi, surtout, c'est pas mon discours, hein, vraiment pas que de dire qu'il n'y a pas de difficulté. Donc il faut travailler. Alors ça, c'est compliqué de répondre en 3 minutes. Hein, travailler à comment faire en sorte que les organisations syndicales retrouvent le chemin de la confiance, etc. Alors, j'insiste sur le fait que la révision des règles de la représentativité syndicale et des règles de conclusion des accords, moi je suis convaincu que ça va quand même produire des effets dans la durée et qu'il faut laisser, c'est 2008, c'est très récent encore, c'est très jeune, il faut laisser ce mouvement se déployer et on a toutes les raisons de penser quand même que, moi je le constate dans les entreprises, que le simple fait que les délégués syndicaux des grandes entreprises sont obligés d'aller se coltiner les élections, il n'y a pas d'autre mot, pour pouvoir les désigner, c'est quand même une bonne chose, parce qu'on n'a plus cette espèce de système de nomadisme syndical, avec des grands leaders syndicaux dans les entreprises qu'on voyait une fois de temps en temps uniquement au moment des élections, mais qui n'étaient même pas candidats aux élections. Aujourd'hui, ils doivent être candidats aux élections, sinon ils ne peuvent pas être délégués syndicaux. Donc il y a quand même un rapprochement. Et les partenaires sociaux, notamment dans la position commune, ont quand même entendu cela, qu'il fallait rapprocher les organisations syndicales et les leaders syndicaux. Laissons le temps de tout ça prendre son plein effet, rentrer pleinement en vigueur. Et puis par ailleurs, travaillons à la crise des corps intermédiaires. Mais ce n'est pas en les mettant en cause du matin au soir qu'on améliore la situation des corps intermédiaires. Je crois que là, il y a quand même une difficulté. Sur la cogestion, Alors, la cogestion, c'est délicat parce que la cogestion, elle recule beaucoup en Allemagne aujourd'hui. Hein. Elle est encore très prégnante, très forte. Alors là, on a une tradition syndicale qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Hein. C'est en Allemagne, comme en Scandinavie, dans tous les pays sociodémocrates, c'est la tradition sociodémocrate, il n'y a qu'une seule grande organisation syndicale, à peu de choses près. Ou quand il y en a deux, c'est parce qu'il y en a une dans le privé et une dans le public. Hein. Dans les pays scandinaves, c'est pareil. Il y a un taux de syndicalisation qui dépasse les 80-90%. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on n'est pas adhérent à l'organisation syndicale, on ne bénéficie pas de tout ce qui est prévu par les accords collectifs. Si vous dites aux salariés français, où le système c'est l'égalité républicaine, où tout le monde bénéficie mécaniquement, on peut le critiquer, hein, tous des accords collectifs, si vous leur dites demain que vous allez bénéficier des accords que vous êtes syndiqués, vous aurez 90% de syndicalisation dans les 6 mois qui suivent. C'est mécanique. Donc il faut savoir de quoi on parle aussi. On a un système latin, qu'on retrouve dans les pays latins, qui est beaucoup plus compliqué, avec un antagonisme fort entre le politique et le syndical, c'est la charte d'Amiens, on peut le regretter, moi je fais partie de ceux qui pensent que ça devrait évoluer, ce qui se traduit par une multitude, un pluralisme syndical très très fort, ce qui est compliqué à faire vivre, beaucoup d'organisations syndicales, moins fortes, et moins de syndiqués parce que rien n'incite à la syndicalisation, notamment pas le bénéfice des accords collectifs, et notamment pas le poids des discriminations syndicales et du rejet du syndicalisme dans l'entreprise, qui est sans commune mesure avec ce qui existe évidemment partout ailleurs en Allemagne, et en Europe du Nord, ou au Canada, pour des raisons évidentes qu'on a énoncées là. Donc oui, ça c'est des débats à très long terme. Alors, une réflexion, si on veut sortir d'ici en réfléchissant un peu, est-ce que c'est une idée de dire qu'on devrait réfléchir à un système dans lequel des éléments davantage des accords collectifs signés soient réservés aux syndiqués? Ça, c'est un beau sujet de débat. Et c'est pas interdit de réfléchir, de poser la question. Moi, je ne me l'interdis pas. Et généralement, ça crée des débats un peu passionnés, mais c'est pas, on a le droit de réfléchir à ça. Et c'est pas absurde. Les pays dans lesquels ça fonctionne comme ça sont pas absurdes. C'est un bouleversement complet des pratiques et de la philosophie des systèmes de relations sociales. Ça ce sera pas du jour au lendemain, mais moi je ne trouve pas du tout ni intéressant, ni inintéressant, ni légitime de se poser la question. Les élections prud'homales, elles sont mortes-nées depuis longtemps, parce qu'à partir du moment où on a fondé la représentativité sur le vote des salariés aux organisations syndicales, ça Philoche le dit très bien régulièrement, mécaniquement on a tué l'élection prud'homale. Il y avait deux débats en 2008, il y avait ceux qui voulaient prendre les résultats aux élections prud'homales, Philoche et moi on en faisait partie, on avait pétitionné là-dessus, en disant il faut faire une grande messe nationale, que tout le monde, quand une grande messe c'est pas le terme qu'on employait je crois, ni Philoche ni moi, mais non, mais l'idée c'était ça, faire un grand raout. Et Gérard il disait même il faudrait que ce soit un jour férié, ça serait un jour férié, un jour de démocratie sociale. C'est pour ça que je dis grand-messe, je me suis même pas rendu compte s'il m'entendait, mais l'idée était celle-là, elle était intéressante, c'est de dire il y a un grand jour de repos, un jour pour la démocratie sociale, on va voter, parce que pour le coup il fallait augmenter significativement la participation au prud'homal.
qui est, elle, très 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 faible. Et toutes les instances de sécurité sociale et de la fonction publique. Alors le choix a été fait de retenir les élections professionnelles. On ne reviendra pas là-dessus, j'y crois pas. Non. Parce que c'est tellement lourd, hein. Enfin, en tout cas pas comme ça. À partir du moment où on a fait ce choix-là, mécaniquement, l'élection prud'homale, elle est marginalisée. Et il y a déjà très très peu de votants, elle ne sert qu'à désigner, elle ne sert pas à mesurer la représentativité. Alors, je vais vous dire que et tous les projets qui sont à l'œuvre déjà sont vers la prise en compte d'un scrutin exclusivement professionnel, des mêmes scrutins pour déterminer et la représentativité et la liste des conseillers prud'hommes. On y va tout droit. Je pense que c'est à peu près inéluctable et que ça se fera assez rapidement. Le principe de faveur aujourd'hui, alors ça c'est une bonne question, mais moi je ne veux pas qu'on sorte d'ici en se disant qu'il n'y a plus du tout de principe de faveur, parce que si on dit qu'il n'y a plus du tout, je ne dis pas que c'est ce que tu dis, mais si on postule qu'il n'y a plus du tout de principe de faveur, alors ce que tu disais Jean-Pierre ne fait plus peur, parce que de toute façon ça n'existe plus. Ça c'est Girard qui est très bon là pour expliquer, non, il faut s'appuyer sur ce qui existe encore. Et le principe de faveur, il existe encore beaucoup, parce qu'il a été remis en cause dans les accords dérogatoires. Les accords dérogatoires, c'est ceux qui permettent de déroger à la loi. Là, il y en a beaucoup. Mais entre la loi et les différents niveaux de convention collective, les différents niveaux de convention collective entre eux et entre elles et la convention collective et le contrat de travail, il y a toujours le principe de faveur. Si j'ai une convention collective, un accord d'entreprise, n'importe quoi, qui dit que ma prime de 13e mois, elle est de temps, que j'ai une prime de 13e mois, mon contrat de travail ne peut pas remettre en cause le 13e mois. Donc c'est quand même un cas colossal. C'est là où il a été remis en cause et où on veut achever de le remettre en cause, c'est entre la branche et l'entreprise. Et c'est le niveau le plus dangereux, parce que ça a été très bien dit tout à l'heure, le niveau de l'entreprise, c'est le niveau où il est plus difficile de résister, c'est le niveau du chantage à l'emploi, c'est le niveau où il y a la confrontation directe entre les intérêts d'emploi et les intérêts des travailleurs, donc c'est très difficile de résister, et c'est là qu'ils veulent, en gros, en matière de temps de travail, l'organisation de temps de travail et le salaire, libéraliser complètement la négociation d'entreprise, c'est-à-dire que la négociation d'entreprise pourrait fixer ce qu'elle veut, peu importe ce que dit la branche. Mais reste qu'entre la branche et l'entreprise, entre l'interprofession et la branche, et entre la convention collective et le contrat de travail, et la loi et le contrat de travail, il y a toujours le principe de faveur, et que c'est quand même beaucoup, parce que ça garantit l'amélioration. Et le CPA est-il un nouveau livret ouvrier ? Et alors le CPA, oui, je finis là-dessus. Alors ça, moi, j'entends l'argument et je le prends pas du tout à la dérision. Mais je ne crois pas qu'on puisse raisonner uniquement comme ça. C'est pas parce qu'on crée un système de recueil de données qu'on crée nécessairement un flicage. Le droit, ça existe. Le droit doit se donner les moyens de faire en sorte que l'employeur n'ait pas accès à un certain... Alors moi, j'ai pas des idées précises, mais il y a des systèmes de protection des données que ça existe quand même dans ce pays. Sinon, on devrait s'attaquer à tout ce qui est potentialité de recueil de données. À nous d'être extrêmement vigilants pour qu'en aucun cas ce que tu décris ne puisse se passer. C'est pas une petite affaire, parce qu'évidemment c'est une difficulté, mais ça ne doit en aucun cas être le cas. Mais on ne peut pas remettre totalement en question l'intérêt que peut avoir la portabilité de droit d'un employeur à l'autre dans un système qui est devenu quand même de plus en plus mobile, uniquement à cette aune-là. Il faut garantir, mais ce que tu as dit est essentiel et moi j'ai rien à ajouter. Bien, chers camarades, il est 21h02. Merci encore à Étienne pour sa prestation ce soir. Il y avait de quoi faire encore 2-3 heures supplémentaires.